Le soir du 7 juin 2023, un homme de 36 ans rentre chez lui à Tampa, en Floride, aux États-Unis. Son nom, Oumar Abdullah. À peine la porte franchie, il ouvre grand toutes les fenêtres de son appartement l'une après l'autre. Alors, il y a une chose à savoir, c'est qu'à Tampa, en Floride, en été, la chaleur est une chaleur écrasante. Ces fenêtres grandes ouvertes laissent donc entrer un air épais et brûlant. Mais Oumar s'en moque. Il ne veut qu'une seule chose, il veut chasser ce qui flotte à l'intérieur de chez lui. Oumar, sa femme Samira et leur petite fille de 10 mois reviennent d'un séjour dans l'Ohio. Dès qu'ils poussent la porte, une odeur les saisit. Une odeur qu'ils n'ont jamais connue. Une odeur chimique, âcre, une odeur qui prend à la gorge. Un mélange de produits différents et de peintures, peut-être, ou peut-être pas. Bienvenue à Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Oh. Bienvenue au récit de l'ombre. Alors pour commencer, Oumar et Samira font le tour du logement. Ils cherchent surtout dans la cuisine, ils inspectent le réfrigérateur, ils ouvrent les placards, ils traquent la moindre fuite. Rien. Aucune source à cette odeur. Alors, une idée leur vient. Leur immeuble est parfaitement tenu, il y a des réparations qui s'y font aussitôt qu'il y a un problème, en permanence dans chaque logement. Et le gérant connaissait leur départ pour l'Ohio. Ils se disent donc que pendant leur absence, quelqu'un est passé, un coup de peinture peut-être, une réparation. Alors c'est étrange qu'on ne les ait pas prévenus tout de même, mais ils tiennent à cette explication, ça va être ça. Oumar et Samira refont le tour de l'appartement, ouvrent les fenêtres, Samira allume également une bougie, très vite l'odeur s'efface, les deux parents l'oublient. Oumar rassemble les bagages du voyage, il vide les valises dans les tiroirs, range les affaires de toilette et pendant ce temps, Samira installe le bébé dans la chaise haute dans la cuisine et elle commence à préparer le dîner. Quelques minutes passent et Oumar est toujours en train de ranger lorsqu'il entend Samira l'appeler depuis la cuisine. Il s'arrête, la rejoint, la regarde. Samira observe leur fille et l'inquiétude se lit sur son visage. La petite est dans sa chaise haute, son repas devant elle, mais elle ne mange rien, elle s'agite. Or, leur fille est un bébé facile, c'est un bébé qui ne pleurniche jamais, qui avale tout ce qu'on lui donne, sans problème. Cette agitation ne lui ressemble pas du tout. Alors les deux parents l'observent un moment, et puis Oumar dit « tu sais, toutes les fenêtres sont encore ouvertes, il commence à faire chaud ici, elle est seulement gênée par la chaleur. » Samira acquiesce, ça se tient. Les parents refont le tour du logement, referment toutes les fenêtres, remettent la climatisation parce qu'ils n'habitent pas en France, et l'appartement se rafraîchit. 1 heure plus tard, l'air est frais, et pourtant, le bébé s'agite toujours autant. Oumar et Samira tentent de la coucher, mais ils n'y arrivent pas. Et à présent, les deux parents se plaignent également de maux de tête. Ils supposent que le comportement du bébé et leur propre douleur viennent du voyage. Un jour de repos suffira. Ils accélèrent un petit peu le rituel du coucher et finissent par endormir la petite. Puis, Oumar et Samira avalent chacun de l'ibuprofène pour calmer leur crâne. Ils se couchent, ils s'endorment et ils espèrent qu'au réveil, tout ira mieux. Mais le lendemain matin, personne ne va mieux. Tout le monde va plus mal. Le mal de tête d'Oumar a redoublé. Samira souffre toujours du crâne, mais une lourde fatigue s'y ajoute en plus. Et le bébé s'agite encore et toujours. Les jours suivants, les symptômes empirent. La douleur d'Oumar passe de vive à quasi aveuglante. Il ne pense plus à rien d'autre. Samira, elle, reste allongée du matin au soir. Elle dort encore et ne retrouve aucune énergie. Quant au bébé, il pleure sans cesse, il pleurniche à toute heure et il se met même à vomir. Après quelques jours, une évidence s'impose. Tous les trois ont rapporté une maladie de leur voyage, un virus, sans aucun doute. Mais les parents restent convaincus qu'il suffit de tenir bon, dans quelques jours, ça passera. Le matin du 14 juin, une semaine après le retour, les symptômes n'ont pas faibli. Et ce matin-là, tout bascule dans l'horreur.
Oumar entre dans la chambre de sa fille, son horrible mal de tête toujours vissé dans son front. Il se penche vers le petit lit pour la prendre et là, il se fige. Sur le matelas, sur l'oreiller, juste derrière le bébé, il y a des cheveux. Tous les cheveux du bébé. La petite en a perdu des touffes entières. Oumar oublie sa douleur, il appelle Samira, et malgré sa fatigue, elle comprend l'urgence, elle se lève, elle entre, elle regarde à son tour, elle voit les cheveux, elle soulève l'enfant, elle la retourne, et en effet, une large zone chauve s'étale à l'arrière du crâne de leur bébé. Oumar et Samira se raisonnent aussitôt. Attends, une minute. C'est effrayant, oui, mais il arrive que les nourrissons perdent leurs cheveux. Ils cherchent sur Internet à quel âge ça se produit d'ordinaire, et la réponse tombe, c'est dans les tout premiers mois de la vie. Or, leur fille a déjà 10 mois. Elle a passé cette période depuis bien longtemps. Une telle chute n'a plus rien de normal. Les parents restent assis, ils précisent leur recherche, bébé de 10 mois qui perd ses cheveux, les explications défilent, des teignes, une infection grave, un trouble génétique rare, tout cela est terrifiant. Et rien ne colle vraiment à ce qu'ils voient sur leur fille. Les parents se décident, ok, on ne sait pas ce que c'est, on est tous malades depuis une semaine, on emmène la petite chez le médecin. Samira décroche le téléphone, appelle le pédiatre, Oumar file sous la douche pour se préparer et il commence à se laver les cheveux et sous ses doigts, des touffes de ses propres cheveux se détachent. En un instant, il comprend, ce qui arrive à son bébé lui arrive à lui et très probablement à sa femme également. C'est alors qu'Oumar repense à cette odeur chimique qui les a saisis au retour du voyage. Ils avaient ouvert les fenêtres, ils avaient allumé une bougie, l'odeur s'était dissipée, puis ils avaient refermé et plus rien senti. Une minute, se dit Oumar. Peut-être qu'on s'est tout simplement habitué. Peut-être que l'air est vicié. Peut-être qu'il y a une fuite de gaz ou quelque chose de pire encore. Il sort de la douche et raconte tout à sa femme. Les cheveux, sa théorie, cette contamination possible. Puis il appelle son propriétaire et il lui expose la situation. Le propriétaire répond sans détour, « Ah ben non, pendant leur séjour dans l'Ohio, personne n'est rentré chez eux. Aucune peinture fraîche, aucun entretien. Ce qu'ils ont senti ne vient pas de travaux. Il n'y en a pas eu. » Le propriétaire ajoute que, aussi effrayant que cela paraisse, il peut s'agir d'une fuite de gaz ou d'une fuite de fréon dans la climatisation ou d'une moisissure toxique. Quoi qu'il en soit, on va envoyer des gens, on va trouver, on va régler le problème. Plus tard dans la journée, un inspecteur du gaz se présente, il examine tout le logement, ne trouve aucune fuite. Il vérifie partout, rien. Il déclare seulement à Oumar et Samira, « Ouais, on perçoit une légère trace d'odeur chimique, mais ce n'est pas du gaz. » On fouille chaque recoin, aucune moisissure. Ensuite vient un plombier pour le chauffe-eau, rien à signaler. Puis une entreprise de climatisation contrôle les appareils, aucune fuite. Le propriétaire finit par manquer d'idées. Plus personne ne sait qui appeler et personne n'a rien trouvé d'anormal dans cet appartement. Alors Oumar prend une décision, ok, je vais appeler les pompiers. Il compose le numéro, les pompiers envoient leur équipe spécialisée dans les matières dangereuses, ces hommes entrent, inspectent chaque pièce et là encore, rien. Aucune source à l'odeur, tout indique que le logement est parfaitement sûr. Nous sommes 2 semaines après le retour de voyage et ils se sentent toujours au plus mal. Oumar a ses maux de tête, il perd ses cheveux, Samira aussi a commencé à en perdre et elle aussi, elle a toujours mal à la tête, elle traîne toujours cette fatigue de plomb et le bébé continue de perdre ses cheveux, toujours agité, toujours malheureux. Et un nouveau symptôme apparaît chez les 3, un essoufflement bizarre. Ils traversent une pièce et soudain, il manque d'air. Tous ces gens sont passés, aucun n'a rien trouvé. Ils sont allés voir leur médecin. Aucun n'a compris ce qui les rongeait. Ils ne savent plus quoi faire et pourtant, la chose empire de jour en jour. Oumar a le sentiment d'être à bout d'options, de possibilités. Il ne peut pas quitter cet appartement, il n'en a pas les moyens. Ils sont piégés dans un endroit qui semble les empoisonner. Et tout va changer le 25 juin, c'est-à-dire 2 semaines et demie après leur retour. Ce jour-là, Oumar découvre quelque chose au sujet de cette odeur chimique, cette odeur que tous les visiteurs ont remarquée sans jamais l'identifier. Le 25 juin, Oumar comprend enfin quelque chose. Il se trouve dans l'appartement, au plus bas, tout comme sa femme et sa fille dans la chambre, et brusquement, une bouffée de cette étrange odeur chimique lui monte au nez.
Aussitôt, il se met à tousser. Il s'apprête à appeler son propriétaire pour lui dire qu'il sent l'odeur de nouveau. Mais ce jour-là, au lieu de prévenir quelqu'un, il décide de mener sa propre expérience. Au lieu de fuir l'odeur, Oumar la respire à plein poumon. Il veut savoir d'où elle vient. Il parcourt l'appartement. Il renifle l'air. Il piste cette odeur comme un chien de chasse. Lentement, sûrement, il la suit à travers la cuisine, le long du couloir, jusqu'à sa porte d'entrée. Et devant cette porte, il renifle encore. L'odeur y est la plus forte. Une poussée d'adrénaline le traverse, il empoigne la poignée, il ouvre grand la porte. Il s'attend presque à voir un nuage chimique flotter dans le corridor, mais dehors, il n'y a rien. Il renifle le couloir, l'odeur a disparu. Il regarde autour de lui une seconde ou deux, il se trouve ridicule, il referme la porte, il va renoncer, encore une fois, et admettre qu'il ne comprend rien une fois de plus. Et là, il s'arrête, il se retourne, il fixe la porte d'entrée de son appartement, il se met à la renifler et cette porte, elle, porte bel et bien l'odeur chimique. Oumar la renifle, il promène ses mains sur tout le battant, sans même savoir ce qu'il cherche. Il finit par descendre jusqu'au bas de la porte et là, il sent quelque chose sous ses doigts. Oumar s'accroupit, il fixe la chose étrange qu'il vient de trouver sur sa porte. À l'instant où il comprend ce que c'est, il bondit et court vers sa femme pour lui annoncer sa découverte. Après en avoir discuté avec Samira, ils échafaudent un plan. Tard dans la nuit, Oumar attend que tout l'immeuble semble endormi, alors le plus discrètement possible, il ouvre la porte d'entrée, il se glisse dans le couloir, il gagne la grande plante artificielle posée au bout du corridor, juste à côté de chez lui, il dissimule un objet dans le feuillage, puis il rentre et referme la porte. Le 27 juin, 2 jours plus tard, le moment tant attendu par Oumar et Samira arrive enfin. Vers 17h30 ce soir-là, l'odeur chimique se répand d'un coup dans l'appartement. Le bébé se met à tousser si violemment qu'il en vomit. Pendant que Samira s'occupe de la petite, Oumar entr'ouvre la porte sans bruit, scrute le couloir, personne. Il se rue vers la plante, il récupère l'objet caché 2 jours plus tôt, regagne son appartement, ferme la porte et s'enferme dans son bureau. Quand Oumar ressort de son bureau un moment plus tard, Samira l'attend et le dévisage. Oumar est livide. Il paraît foudroyé. Il peut à peine parler. Samira lui demande « Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu as vu ?» Il répond « Écoute, il faut partir d'ici tout de suite. Prends le bébé, on s'en va maintenant, on va à l'hôpital. » Pendant que Samira emmaillote leur fille et qu'ils rassemblent quelques affaires, Oumar compose le 911, le numéro d'urgence aux États-Unis, et raconte à l'opérateur ce qu'il vient de découvrir. La chose étrange qu'Oumar avait trouvée sur sa porte le 25 juin, c'était une fissure, une fente tout en bas du battant par laquelle on voyait, depuis l'intérieur, jusque dans le couloir. Et l'objet qu'Oumar et Samira avaient caché dans la plante, c'était une caméra braquée sur leur porte d'entrée. Ils soupçonnaient que quelque chose passait par cette fente pour pénétrer chez eux et ils voulaient le filmer. C'est exactement ce qui s'est produit 2 jours plus tard. Vers 17h30, à l'instant où leur fille toussait et où l'odeur envahissait le logement, Oumar avait couru dehors, saisi sa caméra, filé dans son bureau. Il avait regardé les images et n'en avait pas cru ses yeux. Sur la vidéo, un homme tient une seringue à la main. Il s'agenouille, il enfonce la seringue dans la fissure au bas de la porte d'Oumar et Samira. Il pousse le piston, puis retire l'aiguille d'un geste vif, se relève, tourne les talons et disparaît dans l'escalier. Pendant que Oumar, Samira et leur bébé foncent vers l'hôpital, la police, elle, se rue vers l'immeuble, mais pas vers l'appartement d'Oumar, vers celui du dessous. L'homme qui loue ce logement s'appelle Xuming Lee, 36 ans, marié, 2 enfants, un doctorant en chimie à l'université de Floride du Sud. Oumar et Samira le trouvaient sympathique, un homme calme, discret, qui restait dans son coin, un homme qui leur avait même offert un cadeau à la naissance de leur fille. Mais ce cadeau de naissance appartient au passé. La sympathie que Xuming Lee éprouvait pour ses voisins s'est éteinte depuis très longtemps. Dès le retour du couple avec le bébé, une obsession s'empare de lui. Le bruit de cet enfant. Un bruit pourtant infime, mais il le rongeait. Il tendait l'oreille en permanence, il guettait le moindre son au-dessus de sa tête. Et puis, ce n'est plus seulement le bébé qui l'exaspère, c'est le plus léger bruit qui descend de chez Oumar et Samira. Un pas, une chasse d'eau,
un meuble déplacé. Chaque son le plonge dans une rage folle. Xu Mingli se plaint sans relâche auprès de l'association des copropriétaires. Le bébé, les toilettes, les pas. Et quand cela ne suffit plus, il se tourne vers la police. En mars, il appelle les forces de l'ordre au sujet de ses voisins. Il signale la famille au syndicat. Oumar et Samira, eux, savaient que leurs voisins du dessous supportaient mal leur bruit. Alors ils faisaient tout pour se tenir tranquilles. Ils avaient honte de passer pour des gens bruyants et sans égard, ce qu'ils n'étaient pas. Ils avaient un bébé, ça fait du bruit, mais ils s'efforçaient d'être silencieux. Ils ignoraient à quel point Xu Mingli fulminait encore contre eux. Car la fureur de cet homme finit par déborder tout contrôle. Et il se sert de son savoir de chimiste. Dans le laboratoire de son université, celui-là même où il prépare son doctorat, il compose un mélange mortel de la méthadone, de l'hydrocodone et des opioïdes. Il les charge dans une seringue puis il les injecte jour après jour dans l'appartement de Oumar et Samira pour les empoisonner et les réduire au silence. Au moment de son arrestation, Xu Mingli déverse ce poison chez ses voisins depuis 1 mois. Et voilà l'origine de tous les symptômes, les maux de tête, la fatigue, les cheveux perdus, les vomissements, l'essoufflement. Ce poison et rien d'autre. Oumar, Samira et leur fille reçoivent un traitement et se remettent entièrement. Mais sans leur réaction, sans cette caméra cachée, sans ce voisin pris sur le fait, il est probable qu'avec le temps, le poison injecté sous la porte les aurait tués. Les analyses menées par l'équipe des matières dangereuses confirment la nature du mélange. De la méthadone et de l'hydrocodone, la substance est si dangereuse qu'un policier et des pompiers, au simple contact dudit produit sur les lieux, voient leur peau se couvrir de plaques et de rougeurs. Un agent exposé doit recevoir des soins. Xu Mingli est arrêté le 27 juin 2023. Les chefs d'accusation s'accumulent, harcèlement aggravé, 3 chefs de coups et blessures par diffusion d'un agent chimique, 1 pour chaque membre de la famille, violation de domicile avec l'intention délictueuse et détention d'une substance réglementée. Un dernier chef s'ajoute et il vise ce policier dont la peau s'est couverte de plaques, des coups et blessures sur un agent des forces de l'ordre. La justice retient que le poison de Xu Mingli a frappé jusqu'à l'homme venu constater les faits. Il est pourtant remis en liberté 2 jours plus tard contre le versement de caution d'un montant de 5 750 $. Le 23 août 2023, son université l'exclut à 1 semestre de la fin de son doctorat. Il plaide non coupable. Et puis, la justice se heurte à un obstacle. Xu Mingli perd son visa étudiant. En décembre 2023, les services de l'immigration l'expulsent vers la Chine, son pays d'origine. Son départ suspend la procédure. Xu Mingli n'est condamné pour aucun crime et le dossier pénal reste ouvert. Un mandat pèse toujours sur lui. Si Xu Mingli devait un jour reposer le pied sur le sol américain, on l'arrêterait aussitôt. Mais pour l'instant, il est libre en Chine. Faites bien attention à vos voisins, ceux-ci ne sont pas toujours très gentils. C'était Récits de l'ombre, merci de m'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.